Cette livraison vous est offerte par le restaurant Le Plat d'Or à Brazzaville, cuisine africaine moderne et traditionnelle, cadre sympathique, salle VIP, ouvert 7 jours sur 7. Bonjour, c'est Alphonse Dongo, journaliste économique et financier du Congo-Brazzaville. Le tout récent gouvernement, ou alors le premier gouvernement de ce qu'on vient d'appeler Makosso 3, a été rendu public le vendredi dernier. Quels sont donc les grands défis qu'il va falloir relever tout de suite en tenant compte des exigences économiques et financières dans notre pays et en faisant une corrélation avec le programme de société du président de la République, Denis Sassou Nguesso? Essayons un tout petit peu d'examiner tout cela. Les animateurs sont quasiment les mêmes puisque le ministre Christian Yoka a été reconduit au poste de ministre des Finances. Alors, quels sont les défis qui s'imposent aujourd'hui lorsqu'on jette un coup d'œil, n'est-ce pas, sur le programme de société du président de la République? On sait très bien que si on veut, en tenant compte du dernier rapport publié par la Banque mondiale, on peut noter, par exemple, que les besoins de financement du Congo sont de 11,1% de son PIB 2025. Enfin, ça veut dire quoi pour qu'on essaie de simplifier les choses? Ça voudrait dire tout simplement que le PIB du Congo, qui n'est autre que l'ensemble des richesses qui sont produites par tous ceux qui résident au Congo, qu'ils soient des étrangers ou des Congolais, c'est ce qu'on appelle donc produit intérieur brut. Pour résumer, ça veut dire tous les gens qui travaillent, Congolais comme étrangers, sociétés multinationales, les richesses que tous ces agents économiques, que ces sociétés, n'est-ce pas, réussissent donc à créer, c'est ça qu'on quantifie et qu'on appelle produit intérieur brut. Et les besoins de financement du Congo s'établissent donc à 11,1% selon, n'est-ce pas, les dernières statistiques de la Banque mondiale. On note aussi, toujours dans le même rapport, que le taux d'inflation du Congo, il faut le reconnaître, est notamment dans les proportions tout à fait convenables, puisque selon les derniers rapports de la BEAC, c'est-à-dire la Banque des États de l'Afrique centrale, on était dans les normes de convergence, c'est-à-dire qu'on n'est pas au-delà de 3%, n'est-ce pas, en termes d'inflation. Et là, lorsqu'on jette un coup d'œil en ce qui concerne le Congo, sur l'inflation, on dit l'inflation du Congo est même à moins 0,9%, ce qui montre que le Congo a quand même, on peut le dire, en termes d'inflation, n'est pas dans des proportions inquiétantes. On note aussi qu'en termes de réserve de change, je pense qu'on fera d'ailleurs une émission, je vous le promets, on fera un podcast pour faire des comparaisons, quels sont les pays qui ont, n'est-ce pas, les meilleures réserves de change. Par exemple, le Congo a des réserves de change qui se situent, n'est-ce pas, à 2,5 millions de dollars. Et c'est pas vraiment le pays le mieux classé dans la zone CEMAC. On vous présentera ces statistiques dans un autre podcast puisque le Congo est troisième en termes, n'est-ce pas, de possession de réserves d'échange, notamment après le Cameroun et le Tchad. Ça étonne un tout petit peu que le Tchad soit devant aujourd'hui, devant le Gabon, devant la Guinée équatoriale. On va vous présenter toutes ces choses avec un niveau d'endettement aussi qui toujours reste quand même dans des proportions inquiétantes puisqu'il est à 97,4% du PIB. C'est quand même l'un des niveaux d'endettement de l'Afrique qui est quand même considéré comme élevé. Je pense que le Congo doit même faire partie du top 10 lorsqu'on fera notre podcast pour le classement des pays qui sont les plus endettés sur le continent. Et le Congo est justement le pays le plus endetté au niveau de la zone CEMAC, c'est-à-dire Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Et le Congo donc se trouve face à ces défis. Les défis, n'est-ce pas, de mobiliser de l'argent lorsqu'on jette un coup d'œil dans le programme de société du président de la République. Il a été retenu qu'il va falloir mobiliser 5 000 milliards de ressources, n'est-ce pas, à raison
de, c'est-à-dire par an. Ce qui, quand vous faites le calcul, à l'horizon 2031, devrait donc se situer à 25 000 milliards, n'est-ce pas, de francs CFA qu'il faut mobiliser. Alors, les défis s'imposent aujourd'hui, tenant compte de ce programme, puisqu'il faut aller vite, il faut absolument donc commencer à implémenter ou alors à mettre en œuvre le programme de société du président de la République. De l'autre côté, dans le même programme, il nous a été dit qu'il va falloir donc aussi procéder à la cession des actifs. Ça veut dire quoi? C'est un peu trop technique tout ça. Cession des actifs veut dire que l'État va revendre ses parts qui sont détenus, qu'il détient dans certaines sociétés publiques et parapubliques. Ou alors tout simplement, l'État va revendre certaines sociétés. On en a déjà parlé, la Congolaise de gestion de loterie, Congo Télécom, même si là, nous allons vous présenter que l'option de rachat ou alors de cession de Congo Télécom sur le marché de la privatisation n'est pas assez pertinent. Nous allons vous le prouver avec quelques chiffres puis et quelques comparaisons. Il y a les deux banques, notamment la Banque postale du Congo et la Banque congolaise de l'habitat. En ce qui concerne la Banque postale du Congo, là aussi quand même étonnant, même pour la banque de BCH, la Banque postale vient par exemple de faire, n'est-ce pas, un bénéfice net de 4 milliards de francs CFA. Hein, ça, ce sont des informations que nous venons d'obtenir, notamment en ce qui concerne la tenue de leur dernier conseil d'administration. Donc, ça veut dire que ces banques ne se portent vraiment pas mal, et tandis que la BCH est dans une courbe croissante, n'est-ce pas, pour retrouver les niveaux de ratio qui sont vraiment reconnus en termes de gestion bancaire. Donc, franchement, je pense que ce sont des options. Nous allons essayer de voir tout cela. Mais l'État, par exemple, a l'obligation, et ça peut être pertinent, de mettre sur le marché de la privatisation les assurances et réassurances du Congo. La société se porte un peu mal, les sinistres ne sont plus payés parce que l'une des exigences que la CIMA, c'est-à-dire la Conférence interafricaine du marché d'assurance, fait à une compagnie d'assurance, c'est de payer les sinistres. Les sinistres, c'est quoi? Pour faire simple, vous allez auprès d'une société d'assurance, vous souscrivez, n'est-ce pas, à une assurance X, ça peut être accident corporel ou je ne sais pas, autre assurance. Et lorsqu'il y a un sinistre, c'est-à-dire lorsqu'intervient donc par exemple un accident, la société est censée respecter ses engagements, c'est-à-dire payer ce qu'on appelle donc les sinistres. En ce qui concerne les assurances et réassurances du Congo, le stock, n'est-ce pas, des sinistres impayés est très important, si bien que le dernier rapport de la CIMA n'est pas vraiment favorable aux assurances et réassurances du Congo. Donc ça peut être peut-être quelque chose qu'il va falloir examiner, notamment donc l'équipe du ministre des Finances, c'est-à-dire le même ministre des Finances, Christian Yoka, pour voir comment est-ce que l'on peut éventuellement mettre cette entreprise sur le marché de la privatisation. Il y a d'autres cas comme ça. Ce qui fait donc que, quand vous regardez, il y a donc cette exigence, comme je le disais tout à l'heure, de faire que l'on puisse mettre en œuvre le programme de société du président de la République. Mais seulement, il se pose un problème lorsque vous jetez un coup d'œil sur ce tableau que nous vous présentons. Ça, c'est les dernières projections du Fonds monétaire international. Et vous savez très bien qu'avec la conjoncture internationale, vous suivez l'actualité, n'est-ce pas, dans le Moyen-Orient, avec le détroit d'Ormuz qui est complètement, pratiquement, on peut dire, fermé, la guerre d'un côté États-Unis, Israël contre l'Iran a des conséquences néfastes sur non seulement le brut, mais aussi sur l'écosystème mondial de l'économie, ce qui fait que le Fonds monétaire international a été obligé de revoir à la baisse, n'est-ce pas, les tendances projetées par chaque pays, notamment à travers leur budget. Et en ce qui concerne donc justement notre pays, le Congo, on est parti à un taux, on est dans une projection de 2,8% de taux de croissance en 2026, ce qui est vraiment tout à fait le contraire de ce que, par exemple, prévoyait le Comité national
économique et financier, avec un taux de croissance qui devait se situer à 5,3%, ou alors même dans les projections budgétaires, on était à 3,65%, mais là, on descend à 2,8%. C'est-à-dire à peu près comme lorsqu'on est sorti de la phase d'une décroissance pour revenir vers une croissance. Les premières tendances, souvenez-vous, on était justement passé à un peu plus de 2%. Ce qui signifie que on devrait, dans ces conditions, réadapter ou alors adapter le budget que nous avons justement aujourd'hui à la réalité économique. C'est quelque chose qui est tout à fait normal. Parce que dans la vie, de manière générale, pour ne prendre que des exemples de vie courante, lorsque vous avez des projections de salaire qui devraient se situer à 200 000 francs par mois, et vous vous dites avec ça, je dois vivre, s'il arrive que pour un cas de force majeure, votre employeur vous dise, écoutez, je vais être obligé de vous payer cette fois-ci 150 000, je crois que vous êtes obligé d'adapter votre mode de vie, votre façon de travailler ou de fonctionner en fonction, n'est-ce pas, de ce que vous avez comme revenu mensuel. Et c'est également comme ça que vit un pays. D'ailleurs, il y a certains pays, j'ai suivi par exemple, je crois, hier, que le Cameroun voudrait actualiser son budget, c'est-à-dire l'adapter à la nouvelle donne parce que la croissance du Cameroun aussi a été revue à la baisse. Ça veut dire tout simplement que ce n'est pas un cas particulier au Congo, c'est quelque chose qui concerne, n'est-ce pas, pratiquement tous les pays qui revoient donc leurs projections budgétaires décroître un tout petit peu. Et en ce qui concerne le Congo, ça veut dire que notre budget qui a été, n'est-ce pas, arrêté à plus de 2555 milliards de francs CFA, eh ben, évident aujourd'hui qu'on le revoit certainement à la baisse, même si éventuellement il y avait un collectif budgétaire qui devrait se faire après la présidentielle, mais justement tenant compte de la réelle de la situation réelle aujourd'hui, donc, ou alors des projections économiques du Fonds monétaire international, il y a tout lieu donc de revoir ces choses à la baisse. Et donc la question qu'on est en droit de se poser, est-ce que pour la première année d'implémentation ou alors de mise en œuvre du programme de société du président de la République, on va rester dans les mêmes perspectives, dans les mêmes tendances, en se disant qu'on peut mobiliser 5 000 milliards de francs CFA de ressources additionnelles. Je pense que ce n'est pas évident. Je viens de vous montrer les projections qui ont été faites par la Banque mondiale en parlant des besoins de mobilisation de financement extérieur, hein, il faut que je le précise, qui se situe donc à 11,1% de notre PIB de l'année dernière, c'est-à-dire de l'année 2025. Est-ce que donc aujourd'hui il y a lieu de penser que nous allons avancer dans le bon rythme? Des inquiétudes, tenant compte évidemment de ce que je viens de vous présenter au niveau des projections du Fonds monétaire international. Mais tout de même, il faut aussi donc noter qu'il y a cet effort qui doit être fait par le ministère des Finances pour mobiliser davantage de ressources internes. Mobiliser davantage de ressources internes voudrait dire qu'il faut qu'on atteigne les objectifs, je pense, qu'on s'est fixés en termes de mobilisation des recettes non seulement douanières, mais aussi fiscales. Mais dans quel contexte? Est-ce que cela est possible tout de suite lorsqu'on sait très bien que nous avons encore une énorme faiblesse en termes de digitalisation, parce que la digitalisation, il faut le reconnaître, permet un tout petit peu de renforcer la capacité d'un pays à recouvrer des recettes, parce que tout devient un tout petit peu plus transparent et ça devient aussi quelque chose qui peut être suivi, c'est-à-dire qu'il y a une possibilité de faire ce qu'on appelle en anglais le tracking, c'est-à-dire le suivi. Est-ce que cela est possible? Je crois qu'il faut maintenant qu'on engage la bataille. La grande bataille doit être menée. Le ministre des Finances, on le sait, Christian Yoka, qui, on peut le dire, a bénéficié comme d'un rang d'observation parce qu'il est en poste, on le sait bien. Aujourd'hui, ça fait, on peut dire déjà 1 an. Et donc, il a bénéficié quand même d'un rang d'observation
Pour certains experts, ça ne lui a pas été favorable dans la mesure où il a fallu qu'il s'appuie sur certaines personnes qui connaissent mieux le terrain, puisque lui, on le sait, il a été souvent très off, il est sorti du Congo très jeune et il en est revenu certainement pour prendre les choses en main dans un contexte difficile. Maintenant, il s'agit cette fois-ci de mouiller le maillot et certainement de continuer ce qu'il a essayé de laisser entrevoir comme réforme. Mais il faut encore vraiment des réformes puisque, n'oubliez pas, le Fonds monétaire international demande à tous les États de la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale de se mettre en ordre de bataille pour engager de véritables réformes. Si ces réformes ne sont pas engagées, il y a péril en la demeure. On se souvient que il y a eu un récent sommet de la communauté ici à Brazzaville qui avait justement comme objet les réformes économiques et financières. Aujourd'hui, le temps n'est plus à la récréation, le temps n'est plus au rang d'observation. Il faut que tous les 6 États se mettent de manière efficiente dans la dynamique des réformes économiques et financières. Si on ne le fait pas, c'est vrai que du point de vue des réserves d'échange de la sous-région, et vous allez vous rendre compte de la CEMAC, à comparer avec lui et moi, vous allez vous étonner que les réserves d'échange des États de la CEMAC sont plus importantes que ceux de lui et moi. Je vais vous présenter à travers notre podcast en tenant compte, n'est-ce pas, de ce dernier rapport de la Banque mondiale. Ça ne vient pas de moi, ce sont des comparaisons que nous avons essayé de faire pour vous. On a essayé de simplifier. Donc, du point de vue des réserves d'échange, on peut dire il n'y a vraiment pas péril en la demeure. Je vous fais un petit flash en disant quand je fais mon classement des top 10 des meilleures réserves d'échange en Afrique, on se rend compte, s'il vous plaît, qu'il y a quasiment, on peut dire, comme un pays ou 2 pays de l'Afrique centrale qui sont dans le top 10, à savoir le Cameroun et le Tchad. Vous allez vous en rendre compte, donc on n'est pas quand même dans une tendance qui est comme alarmiste, parce que je vois beaucoup de gens se fendre des communications économiques en disant la dévaluation du franc CFA nous gâte. Non, non, on n'en est pas encore là. Mais la situation est telle que, au regard de la conjoncture internationale, au regard de la faiblesse de nos économies aujourd'hui, il y a tout lieu de dynamiser l'effort de mobilisation de ressources internes parce que le marché financier international devient saturé et en même temps, la qualité de nos signatures en ce qui concerne le Congo, la qualité de notre signature n'est pas bonne et lorsqu'elle n'est pas bonne, même si on va sur le marché financier comme on l'a souvent fait en levant des eurobonds, on est dans une situation où nous sommes obligés d'emprunter à des taux, s'il vous plaît, excessifs. Et cela ne fait que donc renforcer, s'il vous plaît, notre niveau d'endettement, ce qui n'est pas une bonne chose. Je viens de vous dire que nous sommes à 97,4% en termes de niveau d'endettement par rapport au produit intérieur brut. Donc, au-delà de la norme de convergence qui devrait se situer pas au-delà de 70%. Et je rappelle aussi, ça aussi, c'est quelque chose qui est passé sans que certains experts en économie n'en parlent. On a engagé la campagne présidentielle, on s'est rendu compte que le ministère des Finances nous a présenté un taux d'endettement extérieur du Congo qui se situe aux encablures de 74%. Enfin, un peu plus de 74%. Alors, j'en étais fort étonné. Comment est-ce que la Caisse congolaise d'amortissement peut nous présenter un niveau d'endettement de ces niveaux alors que là, nous avons la preuve avec ce rapport de la Banque mondiale que notre niveau d'endettement extérieur se situe à plus de 97%. Alors, pourquoi est-ce qu'on présente ces chiffres qui parfois ne sont pas exacts? C'est la question qui mérite d'être posée. Nous reviendrons ici
pour vous apporter encore plus d'informations et certainement alors avec un mini zooming sur certaines sociétés qui doivent passer sur le marché de la privatisation, puisqu'on avait déjà commencé avec la Congolaise de gestion de loterie, avec les deux banques, la Banque postale du Congo et la Banque congolaise de l'habitat. Là, on fera certainement un mini zooming, pourquoi pas sur une autre société de grande importance pour se poser la question, est-ce qu'elle mérite vraiment d'être sur le marché de la privatisation ou non? Et vous allez le découvrir dans notre prochain podcast. Alphonse Dongo, journaliste économique et financier du Congo-Brazzaville, je vous prie, n'est-ce pas, de vous abonner et de partager, n'est-ce pas, nos liens pour davantage informer sur tout ce qui a trait à l'économie, aux finances et au commerce. Et ben, comme vous le voyez, hein, aujourd'hui, on vous a servi à notre décor. Ce n'est pas le décor habituel. Nous voudrions effectivement un peu changer parfois de décor pour que ce soit aussi une très bonne chose à voir, à écouter et à lire. À bientôt. Cette livraison vous a été offerte par le restaurant Le Plat d'Or à Brazzaville, cuisine africaine moderne et traditionnelle, cadre sympathique, salle VIP, ouvert 7 jours sur 7.